Nous poursuivons ce chapitre sur les limites et les fonctions continues par une deuxième leçon consacrée à la notion de limite de fonction. Nous allons tout d'abord donner la définition de limite, c'est-à-dire préciser ce que signifie qu'une fonction admette une limite en un point, que ce point soit réel ou infini, et que la limite soit elle-même finie ou infinie. Nous verrons ensuite les propriétés importantes sur les limites, par exemple comment additionner ou multiplier des limites. Ceci nous fournira des méthodes de calcul. Définissons tout d'abord la limite d'une fonction en un point. On considère un intervalle i de R et un point x0 qui est soit dans i, soit une extrémité de i. Nous dirons qu'une fonction f définie sur i a pour limite le réel L en x0 si on peut rendre f de x arbitrairement proche de L pour tous les x suffisamment proches de x0, c'est-à-dire, en langage mathématique, si l'assertion suivante est vérifiée. Pour tout epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif, tel que pour tout x dans i, si la valeur absolue de x moins x0 est strictement plus petite que delta, alors la valeur absolue de f de x moins L sera strictement plus petite que epsilon. Voici le graphe d'une fonction ayant une limite petit l en un point x0. Chaque fois que l'on se donne un epsilon strictement positif, on voit que l'on peut trouver un delta strictement positif, tel que tous les x situés à une distance au plus delta de x0 ont une image f de x par f située à une distance au plus epsilon de L. C'est-à-dire que pour tout intervalle centré en L, ici en noir, on peut trouver un intervalle centré en x0, ici en vert, dont l'image par f est contenue dans l'intervalle noir. On voit en particulier que la valeur de delta dépend de epsilon. Plus epsilon est petit, plus delta doit être petit. Revenons sur la définition d'une limite finie en un point. Tout d'abord, lorsqu'elle existe, on note la limite comme ceci ou comme cela. Il est important de comprendre que l'inégalité valeur absolue de x moins x0 strictement inférieure à delta signifie que x appartient à l'intervalle ouvert x0 moins delta, x0 plus delta. De même, l'inégalité valeur absolue de f de x moins L strictement inférieure à epsilon équivaut à f de x appartient à l'intervalle ouvert L moins epsilon, L plus epsilon. Dans la définition, on peut remplacer certaines inégalités strictes par des inégalités larges, mais pas toutes. N'oubliez pas que l'ordre des quantificateurs est important. Dans la définition, on ne peut pas échanger le pour tout epsilon avec le il existe delta. Comme on l'a vu, delta dépend en général de epsilon. Pour marquer cette dépendance, on peut écrire pour tout epsilon, il existe un delta de epsilon strictement positif. Voyons quelques exemples. La fonction racine de x admet une limite en tout point x0 positif, qui vaut bien sûr racine de x0, comme on le voit sur son graphe. La fonction partie entière, elle, n'a pas de limite au point x0 qui sont des entiers. Ceci se traduit sur son graphe par un saut au point x0. Donnons à présent la définition d'une limite infinie en un point. On dit qu'une fonction a pour limite plus l'infini en un point x0 si on peut rendre f de x arbitrairement grand pour tous les x suffisamment proches de x0. Ce qui, en langage mathématique, s'écrit pour tout grand A strictement positif, il existe un delta strict positif tel que pour tout x dans i si la valeur absolue de x moins x0 est strictement plus petite que delta, alors f de x sera strictement plus grand
que grand A. Voici un exemple. On voit que pour tout réel grand A, on peut trouver un intervalle centré en x0, ici en vert, tel que pour tout x dans cet intervalle, f de x est plus grand que grand A. On définit de la même manière une limite qui vaut moins l'infini en un point x0 en remplaçant f de x strictement plus grand que a par f de x strictement plus petit que moins a. On va à présent définir une limite non plus en un point réel x0, mais en plus l'infini. On considère pour cela une fonction définie sur un intervalle du type a plus l'infini. On dit que f a pour limite le réel L en plus l'infini si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un grand B strictement positif, tel que pour tout x dans I, si x est strictement plus grand que B, alors valeur absolue de f de x moins L sera strictement plus petit que epsilon. On voit ici un exemple de fonction ayant une limite finie, petit l, en plus l'infini. Remarquons qu'on procéderait de la même manière pour définir une limite en moins l'infini. On dit de même que f a pour limite plus l'infini en plus l'infini si on peut rendre f de x arbitrairement grand pour tous les x suffisamment grands. Voici à présent quelques exemples très classiques de limites en l'infini. X puissance n tend vers plus l'infini en plus l'infini. Par contre, sa limite en moins l'infini dépend de la parité de n. Plus l'infini si n est pair, moins l'infini si non. Son inverse, 1 sur x puissance n, tend vers 0 en plus l'infini et en moins l'infini. Un autre exemple. Considérons deux polynômes P et Q de degrés respectifs petit n et petit m, et dont les coefficients des termes de plus haut degré, c'est-à-dire an et bm, sont strictement positifs. Alors, la limite en plus l'infini de la fraction rationnelle p sur q est donnée par les termes de plus haut degré de p et q. Elle vaut plus l'infini si n est strictement plus grand que m, an sur bm si p et q sont de même degré, et enfin 0 si n est strictement plus petit que m. Ceci se vérifie aisément en factorisant le numérateur et le dénominateur par le terme qui l'emporte en plus l'infini, c'est-à-dire respectivement par x puissance n et par x puissance m. Voici la première des propriétés que nous allons voir sur les limites. Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique. On ne donne pas ici la démonstration de cette proposition qui est très similaire à celle de l'unicité de la limite pour les suites. Elle est obtenue par un raisonnement par l'absurde en supposant qu'une fonction a deux limites distinctes en un même point. Nous allons voir à présent comment les limites se comportent vis-à-vis des opérations usuelles d'addition, de multiplication, de passage à l'inverse, soit de fonctions f et g. On suppose que x0 est ou bien réel, ou bien plus l'infini ou moins l'infini. On suppose que f et g ont des limites finies en x0 que l'on note respectivement L et L'. Alors, pour tout réel lambda, la fonction lambda f aura pour limite en x0 le réel lambda L. De même, la somme f plus g aura pour limite la somme des limites L plus L'. Et la limite du produit est le produit des limites. Si de plus L est non nul,
alors l'inverse 1 sur f est bien défini au voisinage de x0 et tend vers 1 sur L. Enfin, si f tend vers plus ou moins l'infini, alors 1 sur f tend vers 0. Ce sont des propriétés que l'on utilise sans s'en apercevoir. Elles se montrent de manière similaire à celles sur les limites de suite. Nous donnerons à la fin de cette leçon un exemple de démonstration. Voici à présent une proposition concernant la limite d'une composée de fonctions. Si f tend vers L en x0, et si g tend vers L' en L, alors la composée g rond f est bien définie au voisinage de x0 et tend vers L'. Voyons un exemple de calcul de limite. Considérons une fonction petit u qui tend vers 2 en x0. Posons f de x qui est égal à la racine de 1 plus 1 sur u de x au carré plus ln de u de x. Et cherchons la limite éventuelle de f en x0. Tout d'abord, comme u de x tend vers 2, alors par produit de limite, u de x au carré tend vers 4. Et donc, 1 sur u de x au carré tend vers 1 quart. Par ailleurs, comme u de x tend vers 2, qui est strictement positif, alors u de x reste strictement positif dans un voisinage de x0. Et donc, ln de u de x est bien défini dans ce voisinage, et de plus, par composition des limites, ln de u de x tend vers ln de 2. Cela entraîne que 1 plus 1 sur u de x au carré plus ln de u de x tend, lorsque x tend vers x0, vers 1 plus 1 quart plus ln de 2. Cette limite étant strictement positive, on en déduit que f de x est bien défini dans un voisinage de x0. Et par composition avec la racine carrée, alors f de x a bien une limite en x0 qui vaut racine de 1 plus 1 quart plus ln de 2. Il y a des situations où l'on ne peut rien dire sur les limites. Par exemple, si f tend vers plus l'infini en x0 et si g tend vers moins l'infini en x0, alors on ne peut rien dire a priori sur la limite de f plus g. Cela dépend vraiment de f et de g. On exprime cela en disant que plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Pour trouver la limite, si elle existe, il faut étudier la situation au cas par cas. Les formes indéterminées sont du même type que pour les suites. En voici une petite liste. 0 fois l'infini sur l'infini, 0 sur 0, 1 puissance l'infini, l'infini puissance 0. Voici enfin une proposition très importante qui lie le comportement d'une limite avec les inégalités. Si f est inférieur ou égal à g, et si la limite de f en x0 est le réel petit l, et la limite de g en x0 est le réel L', alors L est inférieur ou égal à L'. Je vous rappelle que f inférieur ou égal à g signifie que pour tout x, f de x est inférieur ou égal à g de x. On a un résultat similaire si la limite est infinie. Si f est inférieur ou égal à g et si f tend vers plus l'infini en x0, alors g tend aussi vers plus l'infini en x0. Enfin, voici le célèbre théorème des gendarmes. Si f est inférieur ou égal à g qui est inférieur ou égal à h, et si f et h ont la même limite réelle petit l en x0, alors g a une limite en x0 et cette limite vaut également petit l. Ce dernier point est vraiment très utile. Sur ce dessin, cela se lit ainsi. On suppose que f tend vers une limite petit l en x0 et on suppose que h tend aussi vers cette même limite petit l en x0. On suppose aussi que g de x est encadré par f de x et h de x pour tout x.
La conclusion est double. D'une part, G admet une limite en x0 et, d'autre part, cette limite est bien sûr la même que les limites de f et h. Il y a beaucoup de résultats dans cette leçon et je vous encourage à lire et travailler les démonstrations dans le livre. Nous allons voir un exemple de démonstration en prouvant que si f tend vers une limite petit l non nulle en x0, alors 1 sur f est bien défini dans un voisinage de x0 et tend vers 1 sur l. On va même supposer que l est positif, le cas négatif se montrerait de la même manière. Montrons tout d'abord que 1 sur f est bien défini et est borné dans un voisinage de x0. Par hypothèse, f de x tend vers L. C'est-à-dire, pour tout epsilon prime, il existe un delta strictement positif, tel que si x appartient à l'intervalle ouvert x0 moins delta, x0 plus delta, alors f de x est strictement compris entre L moins epsilon prime et L plus epsilon prime. Pour n'importe quel epsilon prime strictement compris entre 0 et L sur 2, on obtient un delta correspondant à ce epsilon prime. Maintenant, sur l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, alors cette inégalité, ici, implique d'une part que f de x est strictement plus grand que L sur 2 qui est strictement positif, donc on peut bien parler de 1 sur f de x. Et d'autre part, en passant à l'inverse, nous obtenons pour 1 sur f l'inégalité 1 sur f de x strictement plus petit que m, où grand M est égal à 2 sur L. On vient de montrer que 1 sur f est bien défini et est borné. Montrons à présent que la limite de 1 sur f est 1 sur L. Pour x dans l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, on a la valeur absolue de 1 sur f de x moins 1 sur L qui est égale à la valeur absolue de L moins f de x sur f de x fois L, que l'on majore par m sur L fois la valeur absolue de L moins f de x, où m est la borne obtenue au-dessus. Étant donné epsilon strictement positif, on choisit epsilon prime qui est égal à L fois epsilon sur m. Alors, il existe un delta strictement positif, tel que sur l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, la valeur absolue de 1 sur f de x moins 1 sur L est inférieure à m sur L fois la valeur absolue de L moins f de x. Mais L moins f de x est strictement inférieur en valeur absolue à epsilon prime, ce qui donne une majoration par epsilon. Pour tout epsilon strictement positif, on a donc trouvé un delta tel que la valeur absolue de 1 sur f de x moins 1 sur L soit strictement inférieure à epsilon, ce qui est exactement dire que 1 sur f tend vers 1 sur L. Il y a beaucoup de choses dans cette leçon, vérifiez maintenant que vous avez bien compris le cours.